en effet, bonjour à tous, bonjour Fadila Khattabi. Bonjour. Vous êtes l'un des nouveaux visages du gouvernement Borne remanié cet été. On en a parlé longuement, hier c'était la journée des aidants. Ils sont 10,5 millions de personnes en France à aider les personnes qui souffrent de handicap, qui sont en perte d'autonomie ou qui sont gravement malades. Alors ces aidants, bien souvent ils souffrent parfois davantage même que les personnes qu'ils aident, et vous avez proposé une sorte de plan avec notamment la création, c'est Aurore Berger, votre collègue, qui l'a annoncé, de 6 000 places de répit pour que ces personnes aidées soient prises en charge et que les aidants soufflent un peu. Mais est-ce que c'est assez face à l'ampleur et finalement au nombre de gens que ça concerne, près d'un Français sur 5? Très juste. Hier, de toute façon, nous étions à Amiens sur le terrain et ces mesures ont été saluées. C'est 6 000 places tout de même quand même supplémentaires qui viendront compléter les 34 000 existantes. Effectivement, aujourd'hui, on est face à un choc démographique avec de plus en plus de personnes âgées qui restent à domicile et donc qui sont accompagnées par un proche. Également, bien sûr, les personnes en situation de handicap qui ont besoin de réponses bien claires. Ce qui est aussi important, c'est la création d'un service public pour donner les informations à nos concitoyens, pour faire connaître leurs droits, parce que beaucoup ne sollicitent pas les dispositifs existants. Madame Khattabi, vous dites, ça a été salué, par exemple, le collectif Je t'aide, qui est très important, a dit 6 000 places, c'est dérisoire par rapport aux besoins. Est-ce que vous demandez d'autres efforts, par exemple aux grandes entreprises, pour les salariés aidants, parce que c'est compliqué parfois de travailler et d'aider un proche? Tout à fait, je pense qu'il faut sensibiliser les entreprises, les grandes entreprises, les petites entreprises sur cette question-là. Concrètement, les sensibiliser, je pense, quand vous parlez d'aidants, je dirais beaucoup plus, ce sont des aidantes, ce sont souvent des femmes qui ont en charge un enfant ou une personne en situation de handicap. Eh bien, il faut pouvoir, par le biais d'un dialogue intelligent, un dialogue social, aménager les emplois du temps de ces personnes, être à l'écoute, dégager du temps, leur octroyer une demi-journée, par exemple, de répit également sur le plan professionnel. Je pense que les entreprises, surtout les grandes entreprises, peuvent le faire. Elles le font déjà. Elles vont le faire. Elles le font déjà. Est-ce qu'il y a une charte qui va être signée? Il va y avoir effectivement une charte va être signée par les entreprises avec un engagement de pouvoir améliorer les conditions de travail de ces personnes qui accompagnent un proche. Les associations réclament aussi davantage d'assistance dans les démarches administratives qui sont souvent très lourdes. C'est encore une fois ce que disent ceux qui s'occupent de ces personnes qui souffrent. C'est compliqué de le faire reconnaître et de se faire aider par l'État. Tout à fait, tout à fait. On a une administration assez complexe et d'où la nécessité, et cela a été annoncé, y compris par, bien sûr, Aurore Berger, la création de ce fameux service public pour avoir un guichet unique. Et qui n'existe pas aujourd'hui. Qui n'existe pas, qu'on va créer avec, bien sûr, tous les acteurs, opérateurs qui travaillent. C'est mettre du lien aussi entre tous ces acteurs et opérateurs pour faire en sorte que la personne qui se rend à ce service public puisse avoir toutes les informations Madame nécessaires. Khattabi, vous êtes ministre déléguée aux personnes handicapées. Est-ce que l'État a les moyens de cette politique? On est en période budgétaire, alors qu'il faut financer l'éducation, l'effort pour les armées, la transition écologique. De quel budget disposez-vous pour les personnes handicapées? Le budget à destination des personnes en situation de handicap n'a cessé de croître depuis 2017. Il était environ de 46 milliards. Il est aujourd'hui de 55 milliards, ce qui est quand même une augmentation très significative. Et il touche plusieurs ministères. Et en plus, effectivement, je veux dire, cette mission d'accompagner les personnes en situation de handicap est interministérielle. Je suis amenée à travailler avec Olivier Dussopt, donc il y a des crédits chez Olivier Dussopt également, avec le ministre Attal, sur les transports. Donc en fait, c'est un budget qui va au-delà des 55 milliards. L'un des volets importants de votre ministère, c'est l'inclusion, notamment par le sport. Demain, ce sera la journée paralympique. On va en parler tout à l'heure à 8h15 d'ailleurs dans Télématin. Tony Estanguet, le président du comité olympique, répondra aux questions de Maud Descamps. Mais comment vous les préparez, ces Jeux paralympiques? Parce que être au stade pour être dans les compétitions, c'est une chose. Accéder au stade, c'est bien plus compliqué. C'est souvent une galère pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, Paris, le Grand Paris, n'est pas prêt, la plupart du temps, pour accéder à ces compétitions. Lorsque l'on est handicapé ou en situation de perte d'autonomie, comment vous allez faire pour régler cette question? Le gouvernement est pleinement mobilisé sur la question. Tout à fait. On a fait encore un comité de suivi cette semaine en présence de... Il reste moins d'un an, Madame la ministre. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Écoutez, le président de la République a annoncé un crédit de 1,5 milliard pour rendre justement accessible, et je le dis,
tous les sites olympiques seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a tous les bus et le tram sur Paris qui sont complètement accessibles. On a également mis à disposition... Le métro, en revanche... Le métro, effectivement, la ligne 14, qui est quand même l'épine dorsale, elle est entièrement accessible. Les travaux vont être réalisés. Elle est déjà accessible, la ligne 14. Nous avons multiplié par 4 quand même le nombre de stations accessibles. Je suis obligé de vous dire savez, pas partout, madame, pas partout, mais vous le savez très bien, monsieur Wittenberg, que ce métro a au moins 100 ans, donc difficile à rendre accessible, j'allais dire, alors que les Jeux se déroulent dans un an, ce qui est important. Vous ne pouvez pas réparer en une année les problèmes d'accessibilité. Ce qui compte, c'est que ces Jeux qui seront un moment festif et qui vont faire rayonner la France par-delà le monde, c'est que les sites olympiques et paralympiques soient accessibles à toutes et tous. C'est la raison pour laquelle, justement, il y a le 1,5 milliard avec 800 millions pour rendre accessibles les bâtiments publics, 300 millions pour les commerces de proximité. C'est aussi important. Quand on améliore l'accessibilité, effectivement, des personnes en situation de handicap, on améliore aussi le quotidien des Français, et notamment, je pense, aux personnes âgées. Madame Khattabi, est-ce que vous comptez aussi sur l'image des Jeux paralympiques pour changer le regard sur le handicap en France? Ça avait été le cas pour les Jeux de Londres, notamment en 2012. Bien sûr, déjà, ce que je voudrais dire, c'est une première d'avoir les Jeux paralympiques en France. Et nous comptons avec Amélie Oudéa-Castéra sur ces Jeux pour faire changer le regard. Et surtout, j'appelle les Françaises et les Français à soutenir nos parasportifs qui s'entraînent depuis maintenant des mois et des années pour faire rayonner notre pays. Et bien sûr, vont contribuer par le sport à faire changer le regard sur les personnes en situation de handicap. Avant d'être ministre, vous avez été... on vous a beaucoup vu à ce moment, l'emblématique présidente de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Pourquoi on vous a vu? Parce que vous étiez en première ligne au moment de la réforme des retraites. Vous êtes une des figures du parti Renaissance qui se réunit en campus ce week-end à Bordeaux. Comment il va ce parti? Est-ce qu'il n'est pas un peu tiraillé entre son aile droite et son aile gauche à laquelle vous appartenez, notamment sur la question de l'immigration? Il y a la ligne Darmanin, il y a la ligne Sacha Houlié, qui veut beaucoup de régularisation. Vous êtes, vous? On est sur les deux jambes. Aujourd'hui, ce parti travaille. Après un an, il est tout jeune. On vient de fêter les 1 an du parti, 30 000 adhérents. Je vais moi-même me rendre, bien sûr, à Bordeaux, soutenir aussi les militants. Nous sommes au travail, nous avons des propositions à faire, et notamment, bien sûr, les prochaines échéances qui sont très importantes, qui vont arriver. C'est le parti du président, mais il n'est pas quand même d'accord, notamment sur l'immigration. Mais on débat. C'est un parti véritablement qui est démocratique, contrairement à d'autres. Et puis, contrairement à ce que parfois certains disent, un parti rassemblé, bien sûr, autour du président, mais également, on travaille avec les partenaires que sont Horizon et le Modem. Et contrairement à d'autres, nous n'avons pas, j'allais dire, explosé en plein vol. Oui, contrairement à d'autres, vous n'avez pas encore de candidat pour les élections européennes de 2024. Écoutez, par exemple, on sait que Jordan Bardella conduira la liste RN. Vous, on parle par exemple de Stéphane Séjourné, le numéro 1 de votre parti, mais sans lui faire injure, il n'est pas très connu du grand public. Est-ce que c'est une tête de liste? Écoutez, moi, vous adhérez? Je salue le travail qui a été effectué par Stéphane Séjourné. J'ai eu... Et vous voulez qu'il soit tête de liste en 2024? Écoutez, il faudra lui poser la question, mais je crois que... votre souhait. Écoutez, moi, s'il est, aucun souci, aucun problème. Moi, j'ai eu le plaisir justement de présider le premier Conseil national et j'ai pu apprécier effectivement tout le travail qui a été effectué. Son manque de notoriété éventuel? Non, il n'y a pas un manque de notoriété parce qu'il travaille surtout. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille, qui a relevé le parti, qui est président aussi de Renew. Et puis aujourd'hui, je pense que les Français, peu importe la tête de liste, ce qu'ils veulent, c'est qu'on travaille sur le fond. Nous sommes des européistes convaincus, réformistes, progressistes, et nous avons des propositions à faire dans le cadre des prochaines échéances. Allez, une dernière question, Madame Fadila Khattabi. Il y a une affaire qui vous concerne lorsque vous étiez députée de la Côte d'Or. C'est votre mandat premier. Il y a une collaboratrice qui vous a attaqué au prud'homme et qui a gagné parce qu'elle s'est fait payer, elle a fait reconnaître des heures supplémentaires non payées. Vous avez été condamné donc par le Conseil des prud'hommes, mais il y a une somme de 6 522 € de rappel de salaire qui n'a toujours pas été versé, dit l'avocat de cette dame. Comment je me suis déjà exprimée sur ce sujet, j'ai la conscience pour moi, et je n'ai pas compris les agitations en fait de l'avocat, parce que j'ai pris acte de la décision des prud'hommes. J'ai été notifiée au mois de septembre, donc ça suit son cours. L'Assemblée nationale est en train d'éditer la fiche de paye, et le paiement sera effectué sans aucun problème. Non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, ça ne fait pas mauvais effet sur le CV d'un ministre? Écoutez, c'est une collaboratrice que je connais, que j'ai depuis au moins 14 ans quand
je l'ai embauché. Moi, je ne suis pas du genre, surtout qu'aujourd'hui on parle du télétravail, à fliquer mes collaborateurs et à mettre une pointeuse. En fait, j'étais sur Paris du lundi jusqu'à jeudi. Et effectivement, les collaborateurs nous accompagnent sur le 11 mai, le 8 mai, mais systématiquement, elle prenait ses demi-journées. Simplement, moi, je n'avais pas demandé de preuve, vous faire signer un papier. Pas de malversation, tout ça. Pas du tout, pas du tout. Voilà, et elle le sait très bien. Vous l'avez dit, merci beaucoup, Madame Khattabi, ministre donc chargée des personnes handicapées. Très beau portefeuille. Et c'est la suite de Télématin.